Ça fait que j'ai passé ma vie à rechercher, à chercher, à établir ça, l'amour. Mais je cherchais à l'extérieur parce que je comprenais pas. Rina commence à trouver des réponses lors d'une session de musique expérimentale. J'ai vraiment été à fond et je suis vraiment là, je suis devenue en transe. Puis moi, la transe, je connaissais. Je pouvais connecter à ça à cause de ce tunnel-là. Pour moi, c'était ça. Alors là, quand je suis devenue en transe, j'ai basculé. Et puis là, en basculant, je suis sortie de mon corps. Aspiré. Ça a été vraiment naturel, là. Et puis là, j'ai vu un trou noir. Puis là, j'ai vu comme des couleurs. Waouh! C'était rouge, jaune, vert, tout était foncé. Là, j'ai dit, waouh, il est malade, ce corps-là, hein? C'est le temps que je le guérisse. Puis là, j'ai rentré comme un aspirateur. Puis là, à partir de là, tout a basculé dans ma vie. Je suis devenue massothérapeute. 15 jours plus tard, je prenais cette décision-là. Je suis devenue professeure de massothérapie vers la fin de mon cours. J'étais propulsée. Je suis devenue... là, c'était la médecine chinoise. C'était... là, j'ai étudié. Là, j'ai vraiment été chercher tout plein de connaissances, naturopathie. C'était pas croyable. Là, c'était... ça volait en dedans de moi. Enfin, j'avais un chemin qui connectait à ce que j'avais vécu. Et puis, le chemin, j'ai toujours mes guides, hein, parce que ces guides-là me parlent sans arrêt. Mais moi, pendant toutes ces années-là, je voulais pas les écouter parce que je me disais, t'es folle, écoute-les pas, écoute pas. Mais là, veux pas, ils sont là. Puis je sais qu'ils m'ont toujours protégée. Puis là, je commence à avoir des puffs de bonheur. C'est pas croyable. J'en reviens pas. J'accepte tout. Puis je suis heureuse. Ça fait juste quelques mois que je vis. Je marche, là, puis tout d'un coup, je me sens riche. Je me sens heureuse. Puis là, ce tunnel-là, je l'ai ramené en dedans de moi. Il vit là, maintenant. J'aspire plus à y parce que je l'ai rentré là. Puis ça, c'est bon. Puis ça me donne des puffs de bonheur. De plus vouloir aller là. Je me suis toujours sentie en deux mondes. Puis ça, c'est pas drôle, c'est élevé. Ça fait mal parce que t'es toujours comme... T'es sur la terre, puis t'es là. Puis là, tu reviens, tu dis, voyons, je suis normale où je suis, moi. Mais là, enfin, là, je me sens unifiée. Je suis revenue. Puis je suis toute là. Et je sais que je vais vivre très, très vieille parce que j'ai beaucoup de choses à accomplir. Je suis juste au début de l'accomplissement de ma vie. Ça, je sais ça. Pour le docteur Daniel Doyle, expliquer l'expérience de mort imminente est loin d'être facile. J'ai jamais voulu trop m'aventurer dans ça parce que c'est pour être perplexe, là. Mais on fait face à ce problème-là jour après jour, nous autres. Je ne peux pas. J'ai recherché souvent dans la littérature des situations semblables. Aux États-Unis, j'ai un patient qui est décédé comme ça au Texas et qui est revenu à la vie, qui avait vu un feu dans la ville au même moment, beaucoup plus loin de l'endroit où il était décédé, qui est revenu à la vie, a tout rapporté les événements. Je peux pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Je pense que ça relève pas de mes compétences, mais c'est intéressant, c'est un fait. C'est un fait. Un fait dont le docteur Doyle a lui-même été témoin. 1990, hôpital Notre-Dame à Montréal. Un patient est à l'article de la mort. Sa seule chance de survie est qu'on lui trouve un nouveau cœur. Le docteur Doyle cherche désespérément un donneur, mais sans succès. Je retourne à la maison, puis le lendemain matin, je reviens à l'hôpital et j'entends quelqu'un m'interpeller à travers la porte d'un lit de soins intensifs et puis qui m'appelle par mon prénom, puis qui dit « Daniel, je te remercie pour hier ». Alors, je suis allé voir le patient avec les yeux inquisiteurs, puis on se connaît. Et il dit « Toi, tu me connais pas, moi, je te connais ». Parce qu'il dit, pendant l'opération hier, j'ai tout compris que j'étais après décédé. Et puis j'ai pu voir de l'extérieur tout ce qui s'était passé, puis tous les efforts que tu as mis pour me trouver un cœur. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le patient, évidemment, avait donc récupéré contre toute statistique chirurgicale et avait tout vu du haut
d'une position quelconque, la situation, avait vu d'en haut ce qui s'était passé autour de lui. Et il pouvait déterminer la position de la salle d'opération parce que je lui ai posé des questions. Alors, il pouvait déterminer la position de l'anesthésiste ou de la tête, qui était l'anesthésiste, où était située la table d'opération, où j'étais situé à l'extérieur pour téléphoner, la position dans laquelle j'étais pour téléphoner, comment j'étais à côté sur le poste. Les médicaments que l'on donne peuvent rendre des patients confus, entre guillemets, mais la célérité des faits rapportés par ce patient-là, c'est incroyable. Ça m'a impressionné. Alors, ça m'avait surpris, ça. Il m'avait raconté qu'il était allé à une espèce de tunnel blanc, puis qu'à un moment donné, il fallait qu'il décide s'il continuait ou s'il restait, puis qu'il avait décidé de revenir. J'ai revu cet individu-là 7 ou 8 ans plus tard, puis il y avait les détails encore tout frais dans sa mémoire. Puis, alors, ça m'a toujours un peu fasciné, ces événements d'essai et de retour à la vie. Aujourd'hui, grâce à la science médicale, les progrès, il y a des personnes qui auraient été déclarées mortes, qui seraient mortes, mettons, il y a 50 ans. Avec les progrès de la technologie, aujourd'hui, elles peuvent être réanimées. C'est très difficile de savoir ce qui s'est passé là, dans la salle d'opération parce que tout le monde se couvre. C'est très, très difficile de savoir ce qui s'est passé exactement. Mais oui, définitivement. Je suis morte, tout s'est éteint, puis je suis revenue. Ça, c'est certain. Diane Castonguay a vécu une expérience de mort imminente en 1993. Diane mène alors une vie paisible. Elle est mariée et mère de 4 enfants âgés entre 2 et 11 ans. Elle consacre son temps à sa famille et à ses études. Un jour d'avril, tout bascule. On était en 1993, précisément le 22 avril. Je devais être opérée pour la vésicule biliaire. Ça devait être la petite opération, la paroscopie. Toutes petites incisions. Elle m'a dit, tu vas sortir, le médecin m'a dit, tu vas sortir le lendemain matin. Mais durant l'opération, survient un accident. Une artère est sectionnée. Diane subit une intervention majeure, puis est transportée à l'unité des soins intensifs. L'artère cède à nouveau. Retour d'urgence en salle d'opération, où Diane serait morte. La chose que je me souviens après, c'est d'être dans une espèce de pièce de lumière. C'était pas une pièce avec des murs, mais il y avait des limites quand même. C'est comme si la lumière sortait de murs. Et puis, j'avais pas de corps. J'étais pas dans mon corps, mais c'était moi. Il y avait que de la lumière. Une lumière, une blancheur, une pureté. La présence de cette lumière est l'élément clé, le point de rencontre de toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les religions. On la retrouve dans les témoignages de catholiques, de musulmans, de bouddhistes ou d'hindouistes. La question qu'on peut se poser, la lumière est-elle un symbole ou est-elle le dernier symbole possible? Il n'y en a pas au-delà de la lumière de symbole possible, dans le sens que la lumière, ce n'est pas une forme non plus. Hein. On peut dire que c'est une forme, mais la lumière, ça représente quoi? Ça peut représenter la conscience. Si vous êtes bouddhiste, vous allez dire que ça représente la conscience. Si vous êtes chrétien, vous allez dire que ça représente Dieu. Mais quand même, il y a le phénomène de la lumière qui, lui, va être décrit de façon à peu près similaire. Puis il y a quelque chose qui me demande, est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu préfères rester? J'ai ressenti la liberté de choisir.
puis une liberté comme on connaît pas ici. Pas du tout, du tout. Liberté totale de... Si je décidais de quitter, c'était parfait. Si je décidais de rester, c'était parfait. Puis là, j'ai pensé à... C'est sûr, à tous mes enfants, mais spécialement à la petite dernière qui avait seulement 2 ans. Puis là, je me suis dit, non, je peux pas partir. Donc, j'ai décidé de revenir. Puis je me souviens très bien d'avoir fait ce choix-là. Aujourd'hui, Diane assume bien son choix. Mais à l'époque, ça n'a pas été facile. Par après, ça a été difficile parce que le quotidien a pris le dessus. Il y avait des moments où j'aurais voulu retourner, où je me suis questionnée, j'ai-tu fait le bon choix? Diane devient exigeante pour elle-même et pour les autres. Elle est habitée par le besoin de vivre des choses sincères et d'être elle-même profondément vraie. La quête de la vérité puis de vivre intensément aurait pas été la même si j'avais seulement frôlé la mort. Parce que j'aurais pas cette certitude qu'il y a une autre vie, qu'il y a autre chose, qu'on est plus qu'un corps, qu'on est d'abord une âme. Non, ce serait pas la même chose. Mais là, je sais que si je vis bien, puis je vis au bout de mes choses, il y a une autre vie. Donc, tout ce que je fais a un sens. Ça va aller plus loin, je vais vivre autre chose. Partir ou revenir? Plusieurs rescapés de la mort racontent qu'ils ont eu un choix à faire. Un choix lourd de sens. Et qui soulève une question de fond. Celle de notre pouvoir face à la mort. Aurions-nous sur notre lit de mort le pouvoir, par exemple, de retarder de quelques minutes, de quelques heures, voire de quelques jours, la venue de la grande faucheuse qu'est la mort? Je crois qu'il est possible, oui, de retarder un petit peu sa mort si on a un but en arrière de ça, que ce soit revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on a quelque chose à lui dire, ou compléter quelque chose, ça nous tient vraiment à cœur. Ou encore, et ça arrive également souvent, par pudeur, attendre qu'il n'y ait personne dans la chambre pour partir. Je crois que ce moment-là, oui, on le choisit. Oui, il y a probablement une forme de, je dirais pas de contrôle, parce que contrôle est un terme nettement excessif, mais on a peut-être une certaine marge de manœuvre à l'occasion où, si on veut survivre à court terme pour quelque chose de bien important, on peut, avant de laisser aller, de déposer les gants. J'ai vu des patients qui ont pu tolérer des attentes de plus longues que prévues, justement pour voir un être cher avant de quitter ces lieux. Toujours fascinant. On s'y arrête pas. On n'a pas beaucoup de temps de s'arrêter à ça. Nous, les chirurgiens, on a des gens constants, qui observent. On aime analyser des situations qui sont en relation avec la physiologie, des choses comme ça. Mais il y a des patients qui nous dépassent, ça nous fatigue, c'est fatigant. Mais ça existe. Je pense au travail à un homme qui un jour disait il faut que je vive jusqu'à samedi, nous étions lundi, parce que ma fille se marie en fin de semaine et elle va venir se marier à l'unité où je suis alitée et je vais me lever ce jour-là, je vais marcher dans le solarium et je vais m'installer au bras de ma fille et je vais la bénir avant de mourir. Joanne de Montigny est psychologue et intervenante auprès des mourants depuis 14 ans. Nous,
le personnel, nous étions là à espérer que cet homme réalise son désir le plus profond, sa volonté, sa détermination. Et en effet, le jour du samedi, la mariée nous est arrivée au bras de son conjoint et il y a eu une cérémonie dans le solarium de l'hôpital. Cet homme est passé de la jaquette bleue à un état complètement alité et démuni, debout tout d'un coup, capable de se rendre au solarium avec l'habit du père de la mariée. Et c'est vrai que dans les prochaines heures, il s'est détérioré et quelques jours, il mourrait plus tard. On pourrait dire, voilà, cet homme avait tant de volonté, avait tant de détermination, avait beaucoup de désir, ça a marché, ça a fonctionné. On pourrait le dire, on n'aurait pas tort. Nous sommes le 29 mars 1979. Joanne de Montigny, jeune professionnelle dans la vingtaine, prend l'avion pour un court trajet Québec-Montréal. Elle est loin de se douter que ce sera un voyage entre la vie et la mort. Nous étions 24 personnes à bord. Quand l'avion a quitté la piste, je ne me doutais pas de ce qui allait se passer, mais à quelques pieds dans les airs, durant l'ascension, le moteur droit a éclaté, a explosé en vol. Donc, pour moi, dès ce moment-là, je savais que j'allais mourir. Nous étions en silence, les passagers, très, très unis par ce qui nous arrivait. Difficile à décrire ce moment de solidarité humaine, malgré l'horreur, malgré la terreur qui nous habite. Et bien sûr, nous étions guidés par la voix d'une agent de bord qui nous donnait le courage de rester vivants, puisque elle, avec sa façon de prendre soin de nous, dans ses paroles, dans ses gestes, nous donnait le courage de vivre notre vie jusqu'au bout. L'avion s'écrase. Joanne est éjectée de l'appareil. J'ai eu le goût de lâcher la vie, pas dans l'ambulance, parce que là, je leur disais aux ambulanciers, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. J'ai dit ça tout le long du trajet. Quand je suis arrivée à l'hôpital, là aussi, j'étais dans la lutte pour vivre à tout prix. Mais une fois que je me suis retrouvée aux soins intensifs, et plus tard, quand j'ai appris que 17 personnes étaient décédées, des fois, j'aurais voulu lâcher. Je trouvais que c'était gros de revenir comme responsabilité, de trouver un sens à mon retour et de faire que ma vie soit utile plus que jamais.